C'est avec beaucoup de plaisir que je vais présenter Lionel Collet très rapidement pour cette deuxième keynote de la journée. D'abord, cher Lionel, merci d'avoir été là depuis le début. Ça nous touche beaucoup. Vous êtes président de la Haute Autorité de Santé, très important dans l'écosystème de santé et de soins de notre pays. Et c'est avec plaisir que je vous donne maintenant le micro. Voilà. Merci à vous de votre présence. Merci Muriel. Mesdames et messieurs, bonjour. Je remercie pour cette invitation. Alors, j'étais effectivement là parce que j'ai un vrai grand intérêt à écouter l'ensemble des tables rondes et des intervenants, puis aussi de préparer mon intervention de maintenant, pour au moins qu'elle soit adaptée avec ce que vous avez entendu jusque-là. Donc, il me reste 15 minutes pour vous parler de la HAS et de l'art du care. On peut se demander finalement, la HAS a-t-elle un lien avec l'art du care, donc cet art de prendre soin de tous? Et est-ce qu'on peut marier ce qui relève de l'art et ce qui relève de la science, puisque la HAS revendique absolument la science? Alors, deux, trois mots, parce que tout le monde ne connaît pas forcément la Haute Autorité de Santé, même si tout le monde connaît les mots Haute Autorité de Santé. La HAS, elle a 20 ans. Elle a été créée par une loi en 2004 avec une finalité, expertiser la qualité du système de santé à des fins de remboursement par l'assurance maladie. En d'autres termes, elle a été créée dans une loi relative à l'assurance maladie, ce qui fait qu'elle est codifiée initialement dans le Code de la sécurité sociale et non dans le Code de la santé publique, même si des dispositions depuis sont dans le Code de la santé publique, vraiment pour voir ce qui devait être pris en charge au titre de la solidarité nationale. Et à partir de là, la HAS a trois grandes missions. Elle a une mission d'évaluation des médicaments, des dispositifs médicaux, disons des produits de santé à des fins de remboursement. Elle élabore des recommandations de bonnes pratiques, mais aussi des recommandations dans le domaine social et médico-social, et j'y reviendrai. Et puis enfin, elle évalue des établissements, que ce soit les établissements de santé, c'est la certification, que ce soit des établissements sociaux et médico-sociaux, ça s'appelle simplement l'évaluation. Donc trois grands domaines, et des valeurs assez simples, la science, la science, la science. Et comme nous sommes une autorité publique indépendante, cela signifie que nous n'avons pas de tutelle. Je rappelle que dans d'autres pays, il n'y a jamais que 8 autorités publiques indépendantes à ce jour, et que c'est la seule en santé. Et la différence fondamentale avec une agence sanitaire, c'est que le président d'une agence sanitaire, j'en ai présidé 4, est un président non exécutif. Il préside un conseil d'administration. La personne exécutive, c'est le directeur général, mais cette personne-là est nommée par le ministre. Dans une autorité publique indépendante, le président est désigné par le président de la République, dans mon cas, après vote par le Parlement, les deux commissions des affaires sociales, et il revient au président de la HAS de choisir et de désigner le directeur général de la HAS. Donc nous sommes dans une situation totale d'indépendance. Alors une fois que j'ai dit ça, revenons-en à nos sujets et à nos sujets d'aujourd'hui. La HAS, elle ne décide que dans 3 domaines. Elle ne décide que dans 3 domaines. Mais certains de ces domaines nous concernent directement. Le premier, c'est la HAS qui autorise ou non les accès précoces de médicaments innovants. On ne revient pas sur cette décision qui revient au collège de la HAS. La deuxième décision, c'est la certification des établissements de santé. C'est la HAS qui certifie les près de 2500 établissements de santé en France, et c'est la HAS en direct, avec près de 1000 experts, visiteurs, qui ont la fonction d'aller voir. Et la HAS, troisième décision, c'est ce qu'on appelle l'accréditation des médecins et des équipes médicales de spécialités à risque. En gros, les médecins de spécialité qui ont un lien avec un bloc opératoire. Ce sont donc les 3 seuls domaines. Dans tous les autres domaines, nous ne rendons que des avis, que des recommandations pour éclairer les pouvoirs publics, et c'est eux qui vont décider. Alors on va revenir par rapport à ce qu'on a entendu aujourd'hui et ce qui relève des innovations. D'abord, premier point, je suis ravi parce que je n'ai pas beaucoup entendu le mot innovation. Parce que ce mot innovation est devenu totalement galvaudé. Tout serait innovation. Et pour peu que nous soyons amenés à refuser un médicament, une autorisation d'accès précoce, on nous explique que c'est une innovation qui va ruiner totalement l'industrie française parce que les industriels ne vont plus vouloir innover en France. Or, on confond ce qui est une nouveauté et ce qui est une innovation. Des innovations, il y en a. Il y en a. Depuis le début de l'année, nous avons sur les médicaments examiné 34 médicaments pour l'accès précoce, c'est-à-dire médicaments considérés comme innovants, dans des maladies rares, graves, invalidantes, dans des domaines où les patients sont sous impasse thérapeutique. Sur ces 34 médicaments, nous en avons accepté 16. Donc presque 1 sur 2. C'est-à-dire que nous savons reconnaître l'innovation. Mais une fois sur 2, ça ne l'était pas.
Une fois sur deux, ça ne l'était pas parce qu'il y avait déjà des traitements appropriés. Ce n'était pas une innovation pour un patient qui était en situation effectivement d'impasse thérapeutique. Et là, vous êtes tranquille. Quand vous refusez un médicament, comme il y a quelques semaines, un anti-Alzheimer, on va avoir immédiatement un ensemble de gens qui vont dire, mais vous renoncez à l'innovation. Oui, nous avons dit que ce médicament n'était pas une innovation. Et nous l'avons dit parce que chacun sait que dans la maladie d'Alzheimer, il y a un déclin cognitif qui va se poursuivre. Et avec ce médicament, il y a toujours un déclin cognitif. Simplement, il est un peu moins prononcé d'une année à l'autre. Mais cette faible différence ne nous paraît pas cliniquement pertinente. Il ne suffit pas qu'il y ait une différence statistique pour quelques points sur une échelle pour que ça ait du sens pour le patient. Et de l'autre côté, ce médicament donnait des hémorragies cérébrales, des œdèmes au niveau cortical, et donc nous avons considéré qu'il n'y en avait pas. Et là, vous êtes tranquille, vous avez immédiatement des réactions de tout ce qu'on est en droit d'attendre, des associations de patients. Et ça, je les entends parce qu'ils avaient un espoir, une attente. Et on leur explique que non, ce n'est pas une innovation. L'industriel ne bouge pas, puisque ces proxys, c'est-à-dire les praticiens, eux, bougent pour expliquer que c'était une innovation. Donc, il faut savoir qu'il est fondamental dans notre pays qu'il y ait une structure indépendante qui puisse dire ça, c'est de l'innovation et ça doit être pris en charge. Et ça ne l'est pas. Ça n'a pas à être pris en charge par la solidarité nationale. Deuxième point sur lequel je voudrais revenir. Et là, c'est un de nos sujets. Là, je parle du médicament. Il y a aussi des dispositifs médicaux numériques qui embarquent ou non de l'intelligence artificielle, puisqu'il en a été question. Aujourd'hui, il faut savoir que nous ne pouvons évaluer que ce qui est soumis à remboursement. Et nous voyons donc très peu de dispositifs médicaux numériques, car l'essentiel de ces dispositifs ne sont pas soumis à remboursement. Nous allons voir des dispositifs de télésurveillance médicale, c'est vrai. Nous allons voir quelques dispositifs thérapeutiques, nous en avons vu 4 depuis le début de l'année. Depuis le début du procédure, c'est un peu plus d'une année seulement. Pour vous donner une idée, on rend plus de 250 avis sur des dispositifs médicaux par an, globalement. Et la question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'en voit pas plus? On n'en voit pas plus parce que, dans beaucoup de cas, le remboursement n'est pas attendu. Ou bien parce qu'on redoute l'évaluation par la Haute Autorité de Santé, ou bien on considère que la prise en charge dérogatoire n'est pas satisfaisante en termes de modalités, mais ça, c'est un problème qui ne relève pas de notre part. Donc aujourd'hui, je reviens sur ces dispositifs qui embarquent de l'intelligence artificielle. L'essentiel de ces dispositifs sont, dans notre domaine, des dispositifs médicaux à usage professionnel. L'exemple, le logiciel de détection d'une fracture aux urgences, qui va avoir une conséquence énorme dans la qualité de prise en charge, n'est pas évalué par la HS parce qu'il n'y a pas de demande de remboursement de ce logiciel. Il n'y en a pas. Et donc, tout l'enjeu pour nous, parce que nous ne pouvons pas, en regardant un système de santé et sa qualité, faire comme si ça n'existait pas. Donc, ce sur quoi nous travaillons sur l'ensemble de ces dispositifs à usage professionnel, c'est de voir comment on peut aider le professionnel à savoir lui-même évaluer, trouver les critères de son évaluation. C'est-à-dire, quel est le dispositif dont j'ai besoin? Qu'est-ce qu'il m'apporte réellement? Voir, est-ce que j'ai le moyen, en termes de retour sur investissement, de l'acheter? Et donc, nous sommes en train d'élaborer une démarche, nous structurons une démarche d'évaluation de ces dispositifs à usage du professionnel qui devrait être terminée, à mon sens, au plus tard, au second trimestre 2026, ce qui n'est pas très très loin, somme toute. Mais là, c'est un sujet. Alors, on peut nous dire, et les applications qui sont dans nos smartphones? 2020, on considérait que sur les magasins en ligne, donc sans faire de pub, que ce soit Google, Apple Store ou l'Apple Store, il y en avait à peu près en santé 350 000. Donc vous imaginez qu'on ne va pas s'inscrire dans une logique de les évaluer tous. Donc c'est là encore qu'il faut qu'on ait cette capacité d'aider d'autres à évaluer. Je voudrais aller un peu plus loin sur ce sujet-là. Aujourd'hui, ce qui manque dans notre pays et qu'on devra envisager dans l'ensemble de la santé, c'est plutôt dans un certain nombre de domaines, c'est la culture de l'évaluation. Il y a une vieille règle dans notre pays. Quand on réussit, c'est forcément grâce à nos mérites. Et quand on échoue, c'est forcément de la faute du jury. Et là, en l'occurrence, le jury, c'est la HAS. Et on doit continuer à développer encore et toujours cette culture de l'évaluation qui est une chance pour notre pays. Deuxième grand domaine, les recommandations de bonnes pratiques. J'entendais tout à l'heure évoquer Alain Toledano, qui a dû partir, sur la notion des parcours. Aujourd'hui, nous ne travaillons plus à la HAS sur les parcours de soins, mais sur les parcours de santé. C'est-à-dire avant le soin,
la prévention, et après le soin, s'il faut qu'il y ait une orientation dans un établissement, notamment médico-social. Nous envisageons tout cela. Deuxième aspect, tout ce qui va être numérique en termes de DM, voire qui utilise de l'IA, nous les mettons dans nos informations sur les parcours dès lors qu'il y a un élément que nous considérons comme ayant été validé et que nous pouvons communiquer là-dessus. C'est-à-dire que nous intégrons dès à présent ces moyens-là, même si nous n'évaluons pas en soi le produit. Troisième point, la certification des établissements de santé, et je mets en même temps l'évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux. Soyons simples. Aujourd'hui, c'est un levier extraordinaire pour la HAS pour faire développer l'intégration des outils les plus innovants, mais les vrais, ou simplement les dispositifs médicaux numériques dans la vie. Et je voyais le responsable du CHU de Nantes, si je ne me trompe pas, qui évoquait tout à l'heure la place justement des IA. Eh bien, dans le référentiel de certification des établissements, le 6e cycle qui a débuté en septembre, nous avons ajouté 2 items, 2 critères centrés justement sur ces dispositifs numériques, à usage professionnel en l'occurrence. Un critère, savoir est-ce que l'établissement a en gros une cartographie, il sait ce qui se passe dans son établissement, parce qu'il a pu être acquis, ce dispositif, par quelqu'un sans que lui-même le sache. Est-ce qu'il assure la formation? Est-ce qu'il mesure les risques? Et nous avons la même question sur ce qui relève des dispositifs médicaux numériques embarquant ou non de l'intelligence artificielle dans le fonctionnement de l'établissement. Parce qu'il faut que le professionnel soit conscient de risques. L'IA présente aussi des risques, même si on a vu ici un ensemble d'avantages extraordinaires, il y a des risques. Est-ce que le compte-rendu d'une séance par intelligence artificielle, on est sûr qu'elle va être totalement fidèle? Est-ce que l'organisation du planning des soignants, des agendas, on est sûr qu'il n'y a aucun risque d'absence ou de sous-représentation à un moment où on a besoin de gens? Et tout cela, on veut s'assurer, nous à la HAS, que l'établissement est conscient de cette question-là. On ne lui demande pas de le traiter immédiatement, mais de nous montrer qu'il est dans une démarche qualité pour le savoir. Voilà donc rapidement nos 3 grands domaines. Je voudrais ajouter 2-3 choses puisqu'il me reste 3 minutes. Premier point, il est fondamental de rester extrêmement exigeant sur la culture d'évaluation, extrêmement. Tout à l'heure, j'entendais le directeur, je crois chez Servier, qui expliquait que c'était 2,5 milliards d'euros pour développer un médicament et que ça avait doublé depuis 10 ans. Moi, je vais vous prendre un calcul un peu différent. Dans les années 2000, mon âge me permet d'avoir un certain recul, les médicaments le plus cher pour un patient, c'était quelques milliers d'euros. Dans les années 2010, arrive le traitement de l'hépatite C que connaît bien le professeur Samuel, et là, nous ne sommes plus en milliers d'euros pour un patient, mais en dizaines de milliers d'euros. Facteur 10 en 10 ans. Les années 2020 apparaissent les carticelles, 300 à 400 000 euros, voire des thérapies géniques à quelques millions d'euros. Nous sommes de nouveau à un facteur 10. C'est-à-dire qu'actuellement, les traitements les plus onéreux pour un patient ont été multipliés par un facteur 10 tous les 10 ans. Et j'entends que le médicament a été augmenté d'un facteur 2 en 10 ans. Je fais juste ce commentaire-là sur ce que vaut vraiment un médicament onéreux, et je ne discute pas du tout le prix. Mais je fais remarquer que face à ces prix, que nous ne devons pas prendre en compte quand nous évaluons scientifiquement l'efficacité d'un médicament. Nous ne le prenons pas en compte. Mais parce que nous savons qu'il y a ces prix, nous devons être extrêmement exigeants, nous étions déjà exigeants, nous devons garantir un niveau d'exigence maximum dans l'évaluation de l'ensemble de ces médicaments et de l'ensemble de ces innovations. Nicolas Revel, au début, a parlé de la prévention. L'AHS est tenu de rendre un rapport annuel, et le législateur a considéré qu'il fallait joindre à ce rapport annuel une analyse prospective proposant des modifications du système de santé sur le plan de la qualité, sur le plan de l'efficacité, sur le plan de l'efficience. Et donc, j'ai le plaisir de vous annoncer que dans quelques semaines, au plus tard début novembre, nous allons sortir notre analyse prospective de l'année qui est sur la prévention. Mais qui n'est pas sur la prévention dans l'angle de donner des informations, ce sur quoi nous devons travailler. Mais c'est comment aider le décideur public à décider dans le champ de la prévention. En d'autres termes, besoin de données probantes, absolument, besoin d'une évaluation des interventions dans le domaine de la prévention, et on va encore plus loin sur leur approche de mise en œuvre qui nous paraît essentielle derrière. Et puis, alors qu'il y a beaucoup d'acteurs en France qui interviennent dans la décision, il serait bon qu'il y ait un espace de rencontre, de coordination de ces acteurs. Alors, vous voyez, j'ai été nommé, je vous ai dit, il y a 2 ans et demi. J'ai rencontré 8 ministres de la Santé en 2 ans et demi, 6 ministres pleins, 2 ministres délégués.
les relations ont toujours été extrêmement courtoises, toujours denses, toujours riches. Mais je veux dire, on a de la chance dans notre pays d'avoir avec l'autorité, qui est la haute autorité de santé, une structure qui, par son indépendance, est un élément de stabilité. Nous ne changeons pas les règles, nous les continuons, et c'est elle qui garde le cap avec une seule préoccupation, la santé des personnes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Avant d'introduire la dernière table ronde de la journée, je voulais vous partager une belle nouvelle qu'on a reçue juste récemment. Cet événement est labellisé LEAD, label des événements à ambition durable. Merci à Muriel et à l'équipe de l'Institut d'avoir accepté ce challenge. Donc, on a vraiment traité le care aussi bien dans le fond que dans la forme. Donc, c'est un événement qui est vertueux parce qu'on a atteint la distinction de la médaille d'or, donc qui est le maximum, bien sûr, on entend, pour ce label. Donc, merci de nous avoir fait confiance pour ça. Et je suis très heureuse que le care ait pu être porté aussi sur la forme et sur les actions mises en place autour de cet événement. Merci. Le lien est donc tout fait pour la dernière table ronde. C'est autour de notre environnement pour un mieux vivre holistique. Je vais donc appeler Héloïse Ponce à me rejoindre et à inviter l'ensemble de ses intervenants. Bonjour tout le monde, ça y est, cette fois ça marche. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette table ronde au thème ambitieux, on peut le dire, notre environnement pour un mieux vivre holistique. Donc ce sujet peut paraître un peu large a priori, mais c'est justement ce qui fait la richesse de ce thème, puisque l'idée c'est de comprendre comment tout est connecté, notre santé, celle des sols, des plantes, des animaux, mais aussi notre environnement matériel et nos comportements au quotidien. On en reparlera. Donc, on parle de plus en plus de l'approche One Health, donc une seule santé, qui rappelle que la santé humaine, animale, environnementale sont toutes interdépendantes. Et c'est ce fil rouge donc qui guidera notre échange aujourd'hui. Et donc, pour parler de ça, donc moi, je me présente, je suis Héloïse Ponce, journaliste au magazine Le Point. Et on a réuni 5 expertises très différentes. Donc, Delphine Licht, directrice recherche, innovation et prévention santé pour ProBTP. Didier Samuel, président de l'INSERM. Philippe Langella, directeur de recherche à l'INRAE, spécialiste du microbiote. Brice André, directeur Sustainability et Packaging Monde chez L'Oréal. C'est bien ça, super. Et Simon Lefebvre, directeur agriculture durable chez InVivo AG. Peut-être une question de lancement pour vous, professeur Samuel. Face à une thématique aussi vaste que celle d'aujourd'hui, on peut introduire la notion de One Health, donc une seule santé, qui prend de l'ampleur depuis quelques années maintenant dans la recherche et dans les politiques publiques. En tant que président de l'INSERM, est-ce que vous pouvez nous définir cette notion simplement et pourquoi aujourd'hui il est essentiel de penser la santé humaine dans ce cadre global qui intègre le vivant, l'environnement, etc. Écoutez, merci pour l'invitation. Oui, là c'est mieux. Oui. Merci pour l'invitation. Donc l'INSERM, en effet, c'est l'organisme public en charge de la recherche biomédicale en France et aussi donc la science pour la santé, c'est notre thématique. Oui, pour l'INSERM, il est extrêmement important aussi de répondre aux enjeux sociétaux et répondre aussi aux grandes questions sociétales et pourquoi il y a plus de cancer chez les jeunes, pourquoi il y a plus de telles maladies. Et donc et puis aussi de répondre aussi à des enjeux que l'on voit, comme le changement climatique et les expositions, et notamment l'environnement, et surtout
leur impact qu'ils vont avoir sur la santé. On le voit déjà, par exemple, clairement, le changement climatique entraîne déjà des modifications importantes avec des nouvelles maladies infectieuses, des vecteurs comme les moustiques qui n'existaient pas il y a quelques années sur le territoire métropolitain et qui maintenant existent. On voit des chikungunya autochtones, de la dengue. C'est des maladies qui n'existaient que dans des territoires tropicaux. Et puis aussi, on a à considérer maintenant, en effet, l'environnement et l'ensemble des modifications de notre vie, comme l'alimentation, la façon dont on s'alimente, la façon dont on vit, les modes de vie, quel va être leur impact sur la santé. Alors, il est important que le One Health est un concept, en effet, ultra large. Il est vraiment important aussi, quand on parle de One Health, de ne pas oublier le mot Health, parce qu'en effet, c'est quel va être l'impact et comment vont aussi nous allons prévenir, réagir face à ces modifications environnementales, ces modifications je dirais de l'ensemble des facteurs qui entourent l'homme. Et donc, oui, c'est un enjeu absolument majeur pour l'INSERM en termes de recherche et derrière en termes de prévention et aussi d'adaptation au traitement, d'adaptation de la recherche et aussi de traitement, puisqu'on commence à voir aussi des problématiques comme la résistance aux antibiotiques. Donc les changements sont absolument majeurs. Et pour l'INSERM, il est absolument essentiel d'être, je dirais, à l'écoute de sa société, et pour les chercheurs d'être à l'écoute de la société et de répondre aussi aux enjeux qu'a la société. Et je vais finir aussi sur un autre exemple qui est le vieillissement de la population est un vrai enjeu parce que c'est pas seulement le vieillissement, mais c'est le vieillissement en bonne santé, ce qu'on appelle healthy aging. Les gens veulent vivre plus vieux, mais ils veulent vivre plus vieux et bien. Ils veulent continuer à jouer au tennis, ils veulent continuer à faire du sport, ils veulent continuer à avoir toute leur tête, ne pas être déments et se retrouver à pas reconnaître leurs enfants. Donc, ce sont des enjeux absolument majeurs pour lesquels nos chercheurs et l'INSERM doivent répondre. Je vous remercie pour cette réponse très complète. On va peut-être, vous avez mentionné la notion d'alimentation et on va aller au tout début de la chaîne pour, pour organiser l'échange, donc le sol. Et là, je me tourne vers vous, Simon Lefebvre. Votre mission est au cœur des enjeux de la santé des plantes et des sols. Au-delà des intrants, qu'entend-on par santé du sol aujourd'hui, notamment en termes de richesse biologique et de résilience face au changement climatique? Alors oui, bonjour à tous. Effectivement, peut-être un mot pour représenter InVivo Ag. InVivo, c'est l'Union nationale des coopératives agricoles françaises. Donc aujourd'hui, on est une union de coopératives. On a le statut de coopérative. On touche à peu près 50% des agriculteurs français. Et la mission fondamentale de cette union, c'est d'acheter ensemble. Ce sont les agriculteurs qui se mettent ensemble pour acheter ensemble, vendre ensemble leur production au niveau national et international. On le voit bien d'ailleurs, hein, les sujets aujourd'hui et via l'Union sont importants de peser dans une géopolitique qui est elle aussi incertaine et qui modifie aussi l'ensemble des équilibres à travers le monde. Un petit point simplement pour revenir au sol. Effectivement, hein, nous, on a des agriculteurs qui, aujourd'hui, sont confrontés au changement climatique, on en parlait, mais également aux tensions géopolitiques, puisque les prix des intrants, les prix des productions varient et donc ont un impact, et puis qu'une grande partie des productions qu'ils produisent sont également exportées. Donc un impact fort, et aussi des productions qui sont faites en France avec un impact économique qui lui aussi est challengé. On parle souvent de monter en gamme en production justement pour être dans cette nourriture dans l'art du care, je dirais, d'avoir une nutrition qui soit meilleure. La difficulté qui est sous-jacente, c'est vraiment cette accessibilité. Donc tout notre enjeu, nous, chez InVivo, c'est d'accompagner les agriculteurs face à ces nouveaux défis, changement climatique, etc., tout en gardant une compétitivité qui est importante, puisque les agriculteurs sont des chefs d'entreprise et que certes on en a besoin. On a cette nécessité, cette demande du citoyen d'avoir une amélioration de sa qualité nutritionnelle et de son alimentation, et pour autant,
un changement de comportement, en tout cas, quand il est consommateur, quand il s'agit de procéder à l'acte d'achat. Et on note bien une fragmentation qui est, elle, très importante. D'ailleurs, je lisais tout récemment que, par exemple, sur le bio, les derniers chiffres montrent pour la première fois depuis le lancement du label biologique un recul des exploitations en agriculture biologique. Non pas par un manque de volonté des agriculteurs d'aller vers ce type d'agriculture, mais bien pour un manque de rentabilité de leur exploitation, et les changements que ça a incarnés ont fait qu'ils n'ont pas pu aller, pérenniser ce système. Alors, si je reviens à la question qui était plus sur le sol, aujourd'hui, on a des enjeux économiques, environnementaux, et donc, on se doit de mettre moins d'intrants. On sait que l'agriculture, certes, a des impacts positifs, elle nourrit la population, mais via cette nutrition, comme un médicament, il y a aussi des risques secondaires, et les produits phytopharmaceutiques qu'on appelle pesticides, vous le savez, peuvent avoir des impacts selon leur utilisation. Les engrais sont émetteurs de gaz à effet de serre. Pour autant, on sait qu'une plante a besoin d'azote, hein. C'est comme un humain, voilà, ça a besoin de. Donc, la plante a besoin de nutriments, et l'azote est un des moteurs pour produire l'alimentation. Et donc, nous, tout notre enjeu, c'est de produire autant, avec moins, avec un changement climatique qui est présent. Et donc, on revient à des fondamentaux. On revient à l'agronomie, on revient au sol. Et on découvre, on a longtemps considéré le sol comme étant un substrat, alors en considérant sa capacité physique à avoir vraiment des racines qui peuvent s'ancrer dans le sol, aller chercher les nutriments, une capacité chimique. Et donc aujourd'hui, les agriculteurs font des analyses de terre pour savoir s'il y a justement ces nutriments, ces ressources en azote, en molybdène, en bore, enfin en un ensemble de nutriments. Et par contre, on ouvre une boîte de Pandore aujourd'hui qui est la fertilité biologique. La fertilité biologique, c'est l'ensemble des micro-organismes, hein, qui sont présents. Alors, historiquement, hein, quand on est tout un chacun en tant que consommateur, on regarde et on caractérise le sol avec simplement le ver de terre, qui est un peu le totem, et qui traduit si oui ou non il y a de la vie dans le sol. Mais derrière ça, hein, quand on prend une cuillère à café, par exemple, on a plus d'organismes dans une cuillère à café que de population dans le monde, hein, dans une cuillère à café de sol. Donc, c'est dire toutes les interactions, toutes les synergies qu'il peut y avoir au niveau du sol. Et aujourd'hui, on n'en maîtrise pas encore tous les déterminants. On sait qu'il y a des impacts positifs, des synergies à avoir. Il y a aussi des organismes pathogènes qui sont dans le sol, et il convient de limiter leur impact pour limiter l'impact sur la qualité nutritionnelle. Et alors, et ça va me permettre aussi de faire le lien avec une question à Philippe Langella. Est-ce qu'il y a des analogies à faire entre le microbiote du sol, le microbiote de l'humain? Alors, C'est peut-être hasardeux, vous pouvez me le dire. Je ne suis pas du tout spécialiste du microbiote humain, bien qu'étant scientifique, mais en tout cas, je peux parler du sol. Ce qui est important, en tout cas au niveau du sol, c'est que les interactions, elles sont importantes entre la plante et le sol. Ça, c'est clair. Il y a forcément des éléments du sol qui sont puisés pour aller dans la plante, et c'est de là dont on va extraire les minéraux. Donc ça, c'est un point important. Et pour extraire ces minéraux, justement, le sol va se baser sur des champignons, des bactéries qui vont être capables de dégrader la matière organique, l'humus, et donc de rendre les nutriments assimilables par la plante. Et chose qui est aussi un peu plus qu'on découvre également, c'est que la plante, elle a des exudats, elle crée son écosystème autour de ses racines. Et donc, si le sol n'est pas suffisamment bon, en tout cas pour la plante, hein, j'essaye d'avoir des termes qui soient adaptés, eh ben elle va dépenser de l'énergie pour créer une atmosphère qui soit bonne autour de ses racines, et justement qu'il y ait cette symbiose entre la plante et le sol qui est à proximité des racines. Et donc ça, je pense qu'il y a une relation, alors vous le direz peut-être mieux que moi, mais au niveau intestinal, on va retrouver la même chose.
Ouais, alors ça va nous permettre de rebondir ensemble. En effet, donc il y a ce lien entre la qualité du sol, de toute façon, qui détermine la qualité de ce qui se trouve ensuite, dans nos assiettes, dans notre corps. Vous, à l'INRAE, monsieur Langella, vous étudiez, cet, écosystème intérieur qu'est le microbiote, intestinal, qu'on appelle parfois le deuxième cerveau. Est-ce que vous pouvez, nous rappeler comment le microbiote intestinal agit comme un concentrateur de notre environnement et comment il impacte notre santé physique et mentale même? Merci beaucoup, Héloïse, de l'invitation. Et j'ai trouvé que Simon avait fort bien... plus près, comme ça, c'est mieux là. Et donc, j'ai trouvé que Simon avait fort bien traité le cas du microbiote intestinal du sol. En fait, à l'INRAE, on s'intéresse à l'alimentation, l'agriculture et l'environnement. Et donc, moi, je travaille dans un institut qui s'appelle Microbiologie, Alimentation, Santé. Et donc, il y a une vingtaine d'années, au niveau de l'INRAE, on a en fait pris une position de leader dans un premier temps au niveau de la connaissance du microbiote, parce que jusque-là, en fait, l'approche du microbiote, elle était basée sur des techniques de culture sur boîte de bactéries ou de levures du microbiote intestinal, ce qui était assez limité dans la mesure où 90% de nos micro-organismes du microbiote intestinal sont anaérobies. Donc, on avait beaucoup de mal à les faire pousser en laboratoire. Ce qui a révolutionné, en fait, dans le monde, la connaissance du microbiote intestinal, en fait, c'est la taxonomie moléculaire. En fait, on a extrait l'ADN et on a tout séquencé. Et donc là, aujourd'hui, effectivement, on a une connaissance du microbiote intestinal qui permet effectivement de dire qu'il a un rôle holistique au niveau de notre organisme, puisqu'on sait qu'il va intervenir au niveau de la digestion de nos aliments, il va intervenir au niveau du métabolisme de beaucoup de produits importants pour notre santé. Il va intervenir au niveau de l'immunité, de notre protection contre les pathogènes. Et plus récemment, depuis une dizaine d'années, on sait qu'il intervient également beaucoup dans l'axe intestin-cerveau. Donc, on porte tous 100 000 milliards de micro-organismes, donc bactéries, levures, champignons. Et de plus en plus aujourd'hui, on sait que on vit en équilibre avec ce microbiote. Et justement, il y a une notion d'équilibre qui intervient de plus en plus en santé humaine maintenant, qui consiste à dire qu'effectivement, une personne en bonne santé aura sans doute un microbiote qui va être bien équilibré en termes de richesse et de diversité. Et on sait par ailleurs maintenant de plus en plus que quand il y a rupture de cet équilibre, eh ben effectivement, on va se retrouver dans des situations qu'on appelle les dysbioses, donc déséquilibre en fait de la composition de notre microbiote intestinal, avec plutôt une prolifération de ce qu'on appelle les pathobiontes, les bad guys, aux dépens des good guys. Et donc ça, en fait, cette observation-là, on a commencé à la faire, on a été un des premiers justement grâce à des collaborations très fortes avec l'INSERM et notamment avec mon collègue gastro-entérologue Harry Sokol. On a d'abord commencé à mettre en évidence ça chez des malades de Crohn. Et donc, chez les malades de Crohn, il y avait un déséquilibre du microbiote intestinal et on est allé un petit peu plus loin et on a observé que chez des patients qui étaient en rémission, il y avait une bactérie du microbiote intestinal qui était plus chez les patients en rechute. Donc ça, c'est une observation, ma foi, banale. Donc on l'a faite en 2008 et avec Harry, on a été les premiers à faire cette observation relativement simple de comparaison de microbiote rémission-rechute. Depuis notre papier, qui est paru en 2008, là, il fait partie des 10 papiers les plus cités dans le domaine du microbiote intestinal, parce que tous les gens qui font ce type de comparaison nous citent. Donc on est, je pense, à 4000 citations pour ce papier. Et sur la base de ce papier, je pense que ça a inspiré beaucoup de recherches aussi, pas qu'à l'INRAE, au niveau de l'INSERM. Et de fil en aiguille, on a identifié cette bactérie. Et aujourd'hui, en fait, il y a environ une quinzaine d'années, on s'est dit que là maintenant, on pouvait
essayer d'utiliser des bactéries du microbiote intestinal comme de futurs médicaments. Et donc là, on a développé une biotech qui produit la bactérie qu'on avait repérée et qui est aujourd'hui testée dans 6 essais cliniques chez l'homme. Voilà. Super. Donc vous avez troqué la blouse contre la veste Un d'entreprise. petit peu, ouais. L'analogie est finalement très forte puisque en fait on retrouve exactement la même chose en agriculture, puisqu'aujourd'hui on a par exemple des sociétés qui développent justement des champignons ou des Pour bactéries rééquilibrer le pour microbiote du sol. rééquilibrer Ah ouais, microbiote du tout à sol fait. Ouais. et faire en sorte d'avoir des plantes qui soient en meilleure capacité de subir des stress environnementaux. Tout à fait. Et je pense qu'il faut rester tout à fait modeste vis-à-vis de tout ça. Et en fait, par exemple, la bactérie médicament qu'on a développée, elle va être, en fait, chez les malades de Crohn, il y a une dérégulation du système immunitaire, donc ils vont toujours avoir leurs médicaments classiques. Et en fait, nous, ce qu'on va cibler, c'est le déséquilibre du microbiote intestinal. Et ils ont en parallèle notre bactérie et les traitements habituels. Les essais cliniques qu'on fait, c'est ça. En fait, les gens continueront à être soignés de façon conventionnelle et notre bactérie pourra être un plus éventuel. Voilà. Et vous m'avez même parlé d'un exemple dans les échanges préliminaires de l'efficacité de certaines immunothérapies contre le cancer qui dépendent de la Tout à fait. richesse de Alors, ce... ça, je dirais que dans le domaine du microbiote intestinal, donc ça, c'est des découvertes qui ont été faites par ma collègue Laurence Zitvogel à l'Institut Gustave Roussy. Et elle a fait cette découverte-là pratiquement en même temps que Jennifer Wargo. Et donc, en fait, ce qu'il faut savoir, l'immunothérapie, pour vous l'expliquer simplement, c'est qu'en fait, quand vous avez un cancer, votre système immunitaire n'agit pas naturellement contre votre cancer parce qu'il y a ce qu'on appelle des verrous qui l'empêchent en fait d'agir contre votre cancer. Et donc l'industrie pharmaceutique a développé ce qu'on appelle des immune checkpoint inhibiteurs, justement, des leveurs de verrous. Et en fait, ces leveurs de verrous, c'est ceux qui sont utilisés en immunothérapie. Et ce qu'a observé Laurence, c'est qu'en fait, au niveau de ces patients, il y avait des réponses qui étaient plus ou moins bonnes. Et donc, elle a pensé au microbiote. Et elle s'est aperçue qu'effectivement, les gens qui répondaient pas bien à l'immunothérapie, souvent, ils avaient des microbiotes qui avaient une diversité et une richesse qui n'étaient pas bonnes. Et donc, elle a identifié des bactéries qu'il faudrait éventuellement rajouter. Et effectivement, la bactérie qu'on a identifiée avec Harry fait partie des bactéries que Laurence a identifiées. Et dans les essais cliniques qu'on mène, eh ben justement, on a des patients cancéreux, donc qui sont traités conventionnellement avec des immune checkpoint inhibitors, mais aussi avec notre bactérie, pour essayer de voir si on va optimiser l'immunothérapie. Voilà. Super. Et alors peut-être une question bête, vous me le dites, mais est-ce que vous auriez un geste, une idée de geste le plus simple qu'on puisse adopter, nous, au quotidien, pour favoriser la diversité de notre microbiote? Oh ben, je pense que c'est relativement simple. Je pense qu'il faut faire attention à son alimentation. Il faut essayer de privilégier des aliments riches en fibres, type fruits, légumineuses, légumes, céréales, noix. Donc ça, c'est déjà une première chose. Il faut essayer d'éviter un peu tout ce qui est ultra transformé, notamment avec beaucoup d'additifs alimentaires. J'ai un de mes collègues, Benoît Chassin, qui travaille à l'Institut Pasteur, donc qui est DR INSERM, il met en évidence justement dans des modèles précliniques murins que certains additifs alimentaires ont des effets relativement néfastes sur notre microbiote. Donc je pense que de façon relativement simple, je dirais, une vie bien équilibrée avec une alimentation de bonne qualité, déjà, ça peut contribuer à avoir un microbiote en bonne santé. Après, tout ce qui est stress et tout, on sait chez la souris, par exemple, si on sépare des souris de leur mère, ça leur induit un stress, une inflammation de bas degré qui va induire une dysbiose au niveau du microbiote intestinal. Donc, ça demande aussi une vie sereine, sans trop de stress et qu'on mange. Donc, c'est un peu la vie rêvée, quoi. Faut pas.
Bon, d'abord, c'est en effet des avancées en recherche qui sont absolument fondamentales. Tout ce qui a été fait sur le microbiote et tout ce qui vient d'être décrit. Il faut quand même rester un peu prudent parce que d'abord, comme tu l'as dit, il y a des centaines de milliards de pathogènes et donc il est encore difficile de faire le tri. D'autre part, c'est vraiment un domaine où justement l'intelligence artificielle pourra peut-être aider justement à mieux comprendre les mécanismes vu le nombre de pathogènes en cause. Il y a aussi d'autres microbiotes pour lesquels on commence à se pencher, microbiotes vaginaux chez la femme, des microbiotes ORL aussi. Donc on est au début quand même je dirais de la compréhension et de l'impact aussi que cela. D'autre part, il y a la question aussi, est-ce que les désordres microbiens du microbiote sont la cause ou la conséquence aussi des maladies? Et donc ce sont des questions qui sont il y a eu des tentatives de remplacement de microbiote dans certaines maladies infectieuses intestinales. Il y a eu des greffes fécales, si je puis dire, justement pour modifier le microbiote, et notamment dans certaines maladies infectieuses intestinales. Mais enfin, on est encore dans le début et de la compréhension, et même si on a beaucoup progressé, il y a encore beaucoup à faire. Je suis complètement d'accord avec vous, mais effectivement, ce que vous mentionnez, là, les greffes fécales pour les infections assez difficiles, c'est le seul, aujourd'hui, c'est le seul traitement efficace. Mais effectivement, ça pose d'énormes problèmes parce que, en fait, les dons de sel, par exemple, quand vous venez donner vos sels, dans ce que vous venez de dire, effectivement, il y a énormément de bactéries qu'on ne maîtrise pas. Et vu le principe de précaution, il y a 1% des dons de sel proposés qui sont acceptés. Donc aujourd'hui, plutôt que de la greffe de matière fécale, ce qu'on est en train d'envisager, notamment pour ces malades, c'est plutôt des consortia de bactéries intestinales qui seront plus faciles à produire. Et voilà. Super. Et alors là, je vais faire un petit looping agile. Puisque notre environnement n'est pas que notre corps, mais c'est aussi ni le sol, c'est aussi tout ce qu'on produit. Donc tous les objets qu'on produit qui doivent concilier de plus en plus d'impératifs, des nouveaux impératifs, donc la beauté d'une part, mais la technicité, la durabilité des produits, des impératifs qui semblent a priori contradictoires. Brice André, c'est un peu votre travail de penser tout ça. Comment on arrive à faire cohabiter un impératif de durabilité avec la désirabilité d'un produit, la performance technique d'un packaging. Comment vous conciliez tout ça? Oui, vaste sujet. Donc, je tenais juste aussi à excuser Jacques qui n'a pas pu être là, donc je le remplace au pied levé. Alors, vous devez vous dire, mais on va parler d'emballage cosmétique après tous les sujets absolument extraordinaires dont on vient de parler. Alors, peut-être en toute humilité, chez L'Oréal, on s'intéresse beaucoup à l'impact environnemental. Et on parlait de mesures dans le keynote jusqu'avant et de l'importance des méthodologies de mesure, etc. Nous, chez L'Oréal, on mesure l'empreinte environnementale de nos produits et c'est pas seulement l'impact du contenu, c'est aussi l'impact de l'emballage. Alors, l'emballage, il est évidemment un icône de surconsommation et un icône de pollution. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Quand on regarde les empreintes environnementales, on a beaucoup de cas où c'est le contenu qui est beaucoup plus impactant que l'emballage. Mais certes, si on revient à l'emballage, l'emballage est impactant, donc il est impactant sur l'environnement, donc sur notre santé. Et nous, on s'intéresse à diminuer l'impact environnemental de nos produits, dont l'emballage. Pour ça, on a une recette qu'on appelle les 3 R. Alors, ça, c'est réduire, remplacer, recycler. Donc, réduire, c'est utiliser le moins de matière possible par l'allègement ou les modèles de réemploi. Remplacer, c'est remplacer les techniques ou les matériaux impactants par des techniques moins impactantes ou des matériaux moins impactants comme des matériaux recyclés ou biosourcés. Et puis le troisième R, recycler, c'est concevoir nos emballages pour contribuer à la circularité qui permettra évidemment moins d'échappatoires dans l'environnement. Alors, maintenant, pour revenir à votre question, moi, réconcilier la durabilité avec d'autres attributs. En cosmétique, on a une approche un peu différente. Je vais la reformuler. C'est très important dans un environnement où nos esprits, où nos cerveaux de sapiens sont très attirés par l'expérience et par la performance. Arriver à mettre la durabilité dans cette équation-là, c'est pas simple, mais
il va falloir justement que les objets, les techniques durables répondent à l'exigence d'expérience et de performance. Et que donc, plus clairement, faire de l'éco moche ou de l'éco pas pratique, en fait, ça va pas nécessairement attirer le consommateur. Donc, il va falloir cocher les 3 cases, c'est-à-dire que les initiatives pour baisser l'empreinte environnementale de nos produits soient aussi expérientielles et désirables. On parle d'éco-désirabilité. Si je prends l'exemple sur les 3 R, alléger un emballage ou faire un modèle de remploi, il faut que ça soit pratique, il faut que ça soit nécessaire, peut-être pas perceptible pour le consommateur, ou au contraire que des attributs de diminution de poids soient remplacés par plus d'expérientiel, plus de performance. Voilà. Sur le deuxième R, qui est l'utilisation de matériaux recyclés ou biosourcés, ça va être qu'il n'y ait pas énormément de différence avec des matériaux vierges, donc des matériaux qualitatifs qui permettent de donner confiance aux consommateurs. Et le troisième, recyclable, c'est enlever des disrupteurs de recyclage pour permettre la circularité, tout en étant à parité ou supérieur pour ce qui est de l'expérience et de la performance. Super. Et est-ce que vous avez peut-être des actions très concrètes ou un exemple d'innovation qui arrive à faire qui a une bonne image de cette conciliation chez L'Oréal? Oui, alors justement, la responsabilité, c'est d'abord prendre des engagements qui soient mesurables, et puis évidemment avec des produits qui soient représentatifs de ce que je viens de dire. Donc pour les engagements chez L'Oréal, on a pris dans le cadre d'un programme qu'on appelle L'Oréal pour le futur, des engagements très concrets sur l'emballage avec d'ici à 2030 la diminution de l'intensité de nos emballages de 20% par rapport à 2019. Donc, qu'est-ce que c'est que l'intensité? C'est globalement l'utilisation de matière que vous utilisez pour vos emballages par gramme de formule. Donc, baisser de 20%, c'est permettre aux objets à utiliser moins de matière. Deuxième grand engagement, c'est que 50% de nos tonnages d'emballage soient de sources recyclées ou biosourcées d'ici à 2030. Et le troisième, il est plus centré sur les plastiques, c'est faire en sorte de diminuer en absolu notre consommation de plastique vierge entre 2019 et 2030, la baisser de 50%. Voilà. Donc ça, c'est des actions très concrètes. Donc on a un rapport de durabilité qui est émis tous les ans et vous pouvez vérifier l'avancée de ces indicateurs. Et peut-être pour prendre un exemple de produit un peu iconique pour ce sujet-là, c'est peut-être la rénovation Elseve qu'on a mis dans le showroom, qui est donc un shampoing, L'Oréal Paris, qui est un de nos formats iconiques, avec la rénovation d'un nouveau design qui est très moderne, qui utilise moins 20% de plastique et qui va être couplé avec une recharge qui, elle, est encore 60% de plastique de moins que le flacon de shampoing. Donc, les deux couplés, vous avez le premier R qui est la réduction de poids. Le deuxième R, c'est qu'en fait, ces plastiques-là sont aussi de sources recyclées. Et la troisième case, c'est faire en sorte qu'on soit monomatière et recyclable sur l'ensemble des 2 objets. Super. Oui, je vais justement vous donner la parole, professeur Samuel. Au-delà de l'impact environnemental, il y a l'impact des emballages sur la santé. Alors, je crois qu'à l'INSERM, beaucoup d'études ont été menées sur les risques liés aux emballages. Je crois que c'était surtout les emballages alimentaires, mais vous allez nous en dire plus. Comment le plastique, comment d'autres composés de notre environnement matériel peuvent interférer avec l'équilibre humain? Comment la recherche travaille là-dessus? C'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment regardé, mais notamment l'équipe de Mathilde Touvier, qui est directrice de recherche à l'INSERM et qui travaille sur une énorme cohorte Nutrinet sur l'alimentation, d'ailleurs qui a produit le Nutri-Score que vous voyez sur les aliments, qui permet de guider aussi par l'alimentation, a engagé avec le soutien de l'INSERM un très gros programme de recherche, en effet, sur le rôle des emballages sur l'alimentation, parce que c'est quelque chose qui n'avait pas été vraiment bien regardé et qui est un peu, je dirais, en parallèle de ce que vous venez de dire. Et donc, en effet, le type d'emballage, l'éventuel portage de toxicité pour certains emballages. Et donc c'est un programme de recherche qui est ongoing et donc dont je ne peux pas encore vous donner les résultats. Mais en tout cas, c'est clairement, on l'a envisagé pour nous comme un vrai un programme à impact. Ça rentre dans notre grand programme de recherche qui s'appelle Impact Santé. Et donc, j'espère qu'on aura des résultats d'ici 2-3 ans. Mais en effet, c'est quelque chose qui, jusqu'à présent, n'avait pas été complètement envisagé, mais qui est finalement important. On l'a vu quand même il y a eu un débat sur les biberons
avec la présence de PFAS dans les biberons d'enfants. Et donc, on s'est aperçu que les PFAS étaient présents dans, je ne sais plus si c'est dans les tétines ou en tout cas dans le plastique des biberons. Et donc, ça a été retiré pour les biberons, puisque les PFAS, en plus, ont la problématique de durée dans le temps. Et donc, on sait qu'il y a des restes des PFAS, mais en tout cas, on l'a retiré des biberons. Mais il est important aussi qu'on mesure mieux le rôle des emballages, en effet, sur notre consommation et pas seulement sur ce qui est à l'intérieur. Donc, c'est actuellement quelque chose sur lequel on se penche beaucoup. De toute façon, les expositions ça fait partie des expositions que l'on a dans le commun, que ce soit pour des produits cutanés, des shampoings ou des produits alimentaires. Oui, bien sûr. Et alors, je vais me permettre de conclure avec Delphine, qui va nous faire le lien entre toutes ces thématiques, puisque tous ces facteurs convergent vers l'individu. Vous êtes, dans nos échanges préliminaires, on a parlé du mieux vivre concret, de comment on sort d'un discours culpabilisant qu'on entend souvent, l'idéal manger, bouger, il faut tout faire en même temps pour sa santé, pour offrir à chacun une autonomie, se réapproprier sa santé, être acteur de sa santé. Pour vous, comment justement on sort d'un discours culpabilisant et on arrive à réengager les gens sur leur propre santé? Alors, est-ce que le discours est culpabilisant? Je ne sais pas. De ce que vous avez tous clairement décrit l'interdépendance entre la santé des hommes, la santé des écosystèmes, la santé des animaux. On n'a pas trop parlé. Il y a la qualité des sols, de l'eau, le bruit, les agents chimiques. Euh, Et merci de vous occuper de nous. Heu et moi, je pense à nous et en fait, mon sujet à moi, donc ProBTP, c'est un groupe de protection sociale, le premier groupe de protection sociale professionnelle et donc on a pour mission de s'occuper depuis la naissance jusqu'à la fin de 3,5 millions de personnes. Ah et tous niveaux socio-économiques confondus. Alors comment on fait? Comment on transfère vos messages? Comment, on dit, voilà, c'est cette œuf-là qui a la meilleure composition nutritionnelle. Comment on amène ce message-là? Et c'est ça qui est important à notre niveau. Et pour moi, en effet, il y a un dogme, comme vous le disiez. On a l'impression dans les messages de promotion de la santé qui doivent exister, qui sont de plus en plus efficaces. Néanmoins, il y a un dogme, il y a un sentiment il faut que je fasse tout, il faut que je mange des légumes, il faut que je fasse du sport, il faut que je dorme comme si. Et il y a, moi qui viens du soin, il y a, bon, s'il faut faire tout ça, l'effort est tellement important que on préfère ne rien faire. Et donc, il me semble qu'il est intéressant d'adapter les messages. Nous ne sommes tous autant que nous sommes tous différents avec des histoires différentes. La santé fait partie de l'intime. En plus, on a tous une histoire particulière, des peurs pas aux mêmes endroits. Et donc, évidemment, une femme de 25 ans n'aura pas les mêmes sujets d'intérêt qu'un homme de 50 avec des enfants ou sans enfants. Et donc, il me semble important d'introduire dans la transmission des messages l'individu, un peu comme l'éducation thérapeutique du patient. Et désormais, il y a des patients experts avec des formations. Et c'est important de penser avec eux. Moi, j'ai animé énormément d'ateliers d'éducation thérapeutique du patient en diabéto et en cancéro. Et apporter, je suis certaine que donner ce qu'il faut de connaissances à la personne, pas une thèse scientifique, pas une thèse médicale, juste ce qu'il faut de connaissances pour lui donner l'autonomie nécessaire pour faire ses propres choix. Et si faire 30 minutes d'activité physique tous les jours, c'est inatteignable, et ben peut-être que ouvrir ses fenêtres tous les jours 10 minutes, ce sera atteignable et ce sera le début de quelque chose et le début d'être, selon la formule consacrée, acteur de sa santé. Et donc, vraiment, il y a 2 points. Il y a adapter les discours, nous, en tant qu'institution et permettre aux gens et je pense que maintenant avec, alors la technologie, la technique, sans enlever l'humain. L'humain est indispensable dans les ateliers d'éducation thérapeutique. Ça se fait au travers de l'humain et c'est essentiel. Mais il y a une complémentarité à trouver
pour accompagner les gens. Donc, chacun a son discours. Là, en vous parlant, me vient l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est indéniable. Je crois qu'il y a une dernière étude sur les 60 000 cancers du sein, nouveaux cancers du sein chaque année, c'est 8 000 qui sont imputables à l'alcool. Donc c'est indéniable. La recommandation, c'est 2 verres par jour. Alors, je fais gaffe, j'ai les pâteaux à côté, j'espère ne pas me tromper. C'est 2 verres par jour, 5 jours par semaine et 2 jours d'abstinence. Et moi, dans mes patients, c'est bon? J'ai bon? Les recos, c'est ça. Ça dépend. Les femmes sont plus sensibles que les hommes. Après la ménopause. Non, les femmes sont plus sensibles que les hommes et donc la consommation pour les femmes doit être plus faible que pour les hommes. Je disais que les femmes sont plus sensibles, en tout cas côté hépatique, à l'alcool que les hommes et donc la consommation pour les femmes doit être inférieure à celle des hommes. Donc la reco, elle est pour tout le monde. C'est la même pour tout le monde et le grand chef de l'hépato, il dit que les femmes, ça doit être un peu moins. Mais moi, dans mes patientes, quand je leur dis ça, alors je viens de la cancéro-ARL. Donc moi, mes patients, c'était des alcoolotabagiques ou HPV. Donc quand on parlait de l'alcool, c'était oui, non, mais moi, je bois pas du tout de la semaine, je bois que le week-end avec les copines. Bah oui, mais du coup, la reco ne convient plus. Voilà. C'est là où nous, on essaye d'amener le même message, mais différemment, pour qu'il soit entendu aussi différemment et que chacun, encore une fois, une fois qu'il a la connaissance, il acquiert l'autonomie. La connaissance, c'est l'acquisition de l'autonomie, de choisir ce qui est bon pour lui ou pas. C'est de détecter ce qui est bon pour lui, d'agir et de s'organiser pour. Et c'est d'autant plus important que vous me le disiez, je crois que c'est un tiers de la population qui refuse de s'intéresser à sa santé aujourd'hui. Alors, il y a une étude de l'Institut Montaigne qui a révélé qu'il y a près d'une personne sur 3 qui refuse de s'intéresser à sa santé et qui attend des symptômes visibles pour aller consulter. Alors, c'est un peu plus masculin aussi comme comportement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de repartir sur cette idée de prévention. Alors, on a un sujet, enfin moi j'ai un sujet sur la définition de la prévention. La prévention, selon l'OMS, c'est l'ensemble des mesures qui visent à diminuer le nombre et la gravité des maladies, accidents, handicaps. Ça ne veut pas dire toutes les mesures pour ne pas être malade. Parce que quand on entend prévention, on entend les mesures pour ne pas être malade. Soit dit en passant, manger du brocoli 3 fois par semaine, tout le monde n'aime pas le brocoli. Et voilà. Voilà. En général, les hommes n'aiment pas le brocoli. C'est mon étude interne clinique. À votre échelle. Et donc, ce qui est, de ce fait, quand on parle de prévention, on entend c'est la rumeur publique, on entend les mesures pour ne pas être malade. Donc, c'est encore manger équilibré, encore faire du sport, bien dormir, c'est les piliers de la bonne santé. Et on oublie le gros de la troupe. On est à plus de 20% de personnes aujourd'hui en France qui ont des maladies chroniques. Et ça ne fait que augmenter. Et eux aussi ont le droit à la prévention. Et faire attention aux signes, les entendre, consulter, l'observance sur l'autre table ronde. Il y a quelqu'un qui a parlé de l'observance. Il y a seulement 40% des gens qui ont un traitement pour maladie chronique qui suivent correctement leur traitement. Ça veut dire que ça fait 60 personnes qui ne le suivent pas correctement. Ça fait 12 000 décès, 100 000 hospitalisations. Donc la prévention, elle est là aussi. Donc quand on dit manger équilibré, pardon Philippe, qu'est-ce qui se cache derrière? J'en ai fait des centaines et des centaines d'ateliers nutrition avec mes patients. Si on fait un micro-trottoir, on va avoir, faut pas manger de viande rouge, ça veut dire manger équilibré. Faut manger que des légumes, c'est manger équilibré. Faut pas manger de produits laitiers. Alors, lait, produits laitiers, ça devient compliqué. Est-ce que c'est dans la... Donc, moi, je préfère le terme de parcours de santé. Alors, il y a le soin. Le soin, c'est un acte technique qui prend fin. Il y a la santé qui est un état qui évolue. Et je trouve que les mots ont un sens. Et quand on parle de prévention, de parcours de santé,
on parle à tout le monde. Et ce qui est important aussi, c'est dans la prévention, c'est de connaître, de connaître ses propres facteurs de risque. Si je sais que ma mère a eu un cancer du sein, bah peut-être que mon risque est plus grand et je vais aller explorer ça. Et ça, c'est de la prévention pour moi, à titre individuel. Et peut-être que de là, si on me dit, bah oui, vous avez plus de risques bah peut-être que je mangerai plus de légumes parce que ce sera motivationnel. Et donc, c'est vraiment, ça s'acquiert d'être acteur de la santé. On en parle beaucoup, on le dit beaucoup, le mot est galvaudé. Il y a un vrai besoin d'acquisition de connaissances pour gagner en liberté. Super. Professeur Samuel, vous voulez... Non, je voudrais juste réagir. C'est vrai que beaucoup de gens s'intéressent pas à leur santé. Il faut pas oublier que beaucoup de maladies sont silencieuses pendant des dizaines d'années avant que apparaissent les complications, le diabète, l'hypertension ou d'autres. Et d'autre part, c'est pour ça aussi c'est important aussi de relayer des messages en fonction aussi des études qui ont été faites entre des facteurs de risque sur le risque du cancer colorectal, sur le risque du cancer du sein. Il y a quand même d'un an des messages qui sont passés et qui sont importants. Je pense qu'il y a des messages quand même qui sont reçus. On le voit quand même sur je dirais, la prévention du cancer du sein. Par rapport à il y a 30 ou 40 ans, il y a un progrès énorme qui a été fait parce qu'il y a des messages d'alerte qui ont été donnés. Et en effet, découvrir une tumeur de 0,5 cm n'est pas le même pronostic que découvrir une tumeur de 5 cm. Donc, c'est la même tumeur, mais un an après, et donc, c'est pas la même chose. Donc, tout ceci, c'est quand même des messages et donc, la puissance publique et l'État aussi doit être responsable de ça, c'est donc de donner ces informations et on doit aussi donner ces informations pour que justement on s'intéresse à sa santé et aussi qu'il y ait un relais auprès des médecins pour la surveillance, pour la prévention, des bilans aussi biologiques, donc qui permettent de détecter des maladies en amont. Je crois que 1 minute pour conclure. Alors, je vais profiter de 7 minutes. Alors, en une phrase, ça va être un exercice complexe. Chacun dans votre expertise, si vous deviez donner un conseil concret à s'appliquer dès demain pour un mieux vivre, quel serait-il? Je vous en prie, vous battez. Moi, je commence. Alors, en toute humilité, encore une fois, puisqu'on là, on parle d'emballage. Moi, je crois que l'essentiel, c'est le premier R, c'est-à-dire la réduction. Hein, c'est donc utiliser. Alors, il y a bien évidemment la position extrême de dire je ne choisis pas d'emballage, mais pour être plus réaliste à court et à moyen terme, ce serait l'utilisation des recharges. Plus vous allez recharger et réutiliser votre emballage, moins il y aura d'extraction de ressources, moins il y aura de déperdition dans l'environnement. Super. Simon, peut-être? Oui, moi je pense que je vais rejoindre un des points qui a été souligné. L'art du care, ce serait de vraiment ne plus être dans cette approche dogmatique et vraiment appréhender la complexité, enfin nous on le voit bien au niveau agricole, on a des terroirs qui sont très différents, des manières de produire qui peuvent être très différents pour aboutir à un résultat et souvent on est dans des injonctions qui sont très fortes de la part du consommateur justement de pas de ça, sans ça, sans et qui en fait sont des vraies injonctions qui ont un impact fort sur le moral des agriculteurs. Et finalement, c'est vraiment donner aux agriculteurs cette vision globale, ce pouvoir de décider, de mettre en place ces pratiques pour justement prendre soin des consommateurs à la fin et produire une alimentation de qualité tout en respectant l'environnement et les habitants qui sont autour de l'exploitation. Philippe, vous nous aviez parlé de nous. De tirer les leçons de ce qu'a dit Delphine. Et effectivement, je vais conseiller à nouveau une alimentation équilibrée et en s'éloignant effectivement des dogmes qui sont parfois extrêmement lourds. Voilà. Super. Ali. Non, je dirais qu'il faut être humble. C'est-à-dire que je pense qu'il faut d'abord qu'on a pris conscience que l'environnement a un impact sur notre santé, que ce soit en risque de maladies infectieuses, en risque de zoonose, en risque de changement de vie, en risque donc tout ceci est extrêmement important. Mais il faut aussi considérer que l'environnement n'est pas un ennemi. Et donc, il faut aussi s'adapter à notre environnement, corriger ce qui doit être corrigé. Il faut éviter aussi le black and white en termes je dirais de réaction, c'est-à-dire je mange plus de viande et je ne mange que vegan, mais on s'aperçoit qu'il faut aussi donner des compléments alimentaires, c'est qu'il y a un problème de déséquilibre. Donc, je pense qu'il faut faire attention à, comme l'a dit, au dogme, parce qu'on ne sait pas tout.
Donc, mais il faut s'adapter et il faut prendre conscience, en effet, que nous vivons dans un environnement qui peut être bénéfique, qui peut être délétère, et il faut changer ce qui est délétère et profiter de ce qui est bon. Delphine, le mot de la fin. Je, je pense que moi, encore une fois, c'est à titre individuel, pour l'individu dans sa maison, dans son quotidien. Je pense que le conseil que je pourrais dire, c'est s'intéresser à soi-même, connaître ses facteurs de risque et détecter ce que chacun est prêt à mettre en place de petits gestes, tout petits gestes vertueux pour ne pas être dans l'échec, dans cette culture de l'échec. Commencer par si on trouve que les lentilles corail, c'est très joli et que ça mérite d'être goûté, bah, si c'est ça, de commencer par là, de se faire du bien, c'est d'aller à son rythme et donc c'est de se connaître. C'est d'accepter d'aller à sa rencontre, en fait. Merci beaucoup à tous. On peut applaudir les intervenants pour leur Merci. enrichissement. Merci beaucoup. Je vais laisser la place. Je vais donc inviter sur scène Madame Catherine Tourette-Turgis, qui va du coup nous partager une keynote de 15 minutes. Écrire celle-ci pour être sûre de ne pas me mélanger les pinceaux. Comme ça? Ok. Bien. Donc j'ai préparé donc un texte parce que je dois faire la 3e intervention après sur réseau kinésithérapeute du sein. Donc j'ai préparé quelque chose sur le CARE. Et donc, je vais me permettre de lire, surtout si j'ai peu de temps, mon texte, sachant que je l'ai préparé pour qu'il soit parlé. Donc, je viens d'un lieu où on apprend autrement, celui des patientes et celui des patients. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, Delphine. À Sorbonne Université, donc, on a une université en France, un modèle d'ailleurs mondial, hein, qui diplôme des patients. Et ce modèle est en train d'être implanté donc, au Brésil, au Maroc, en Tunisie, en Australie et au Québec. Donc à Sorbonne Université, l'Université des patients a fait naître une idée neuve. Les savoirs issus de l'épreuve peuvent devenir des savoirs pour tous. Chaque année, des femmes et des hommes qui ont traversé un cancer, une maladie chronique ou un accident de la vie, ils viennent transformer leur expérience en compétences pour enseigner, accompagner, former, innover. Ce que nous avons construit n'est pas une exception. C'est un nouveau régime de production du savoir où la vulnérabilité devient une force de transformation. L'expertise patient, la figure du patient, on en a parlé tout à l'heure dans l'après-midi, n'est pas née, il faut toujours le rappeler, dans le confort de l'État-providence, mais dans ses failles. Je viens de la lutte contre le sida, les années 80. Elle s'est imposée lorsque la promesse de protection a vacillé, lorsque les malades ont dû inventer leur propre forme d'entraide et de soins. Autour du VIH, du cancer, des maladies rares, les malades ont fait œuvre d'État. Ils ont créé des solidarités, des savoirs, des institutions. Mais aujourd'hui encore, notre système peine à les reconnaître pleinement. Nous restons prisonniers d'un modèle vertical, un État protecteur, certes, mais souvent sourd, qui soigne les corps, très bien, tout en fatiguant les institutions et en laissant s'éroder la confiance collective. Aux États-Unis, où j'ai vécu depuis plus de 10 ans, c'était presque l'inverse. Pas d'État-providence protecteur, mais une culture du care sans État. Là-bas, le soin s'inventait, parce que je ne parle pas de la situation actuelle, même si j'ai encore ma carte verte, mais j'en ai honte. Là-bas, le soin s'inventait dans les marges, les communautés, les églises, les collectifs de quartier. Le care est donc aussi un acte politique de survie. On s'organise parce que personne ne viendra. En France, nous avons les droits, mais souvent sans les liens.
Aux États-Unis, on a les liens, mais sans les droits. L'enjeu, je pense, de notre époque, c'est d'articuler les deux. La protection institutionnelle héritée de 1945 et la vitalité relationnelle du CARE, se faire avec, qui tisse le social. Ce que nous pourrions nommer le CARE écologique, c'est cette articulation, un système vivant où le soin ne se limite pas au geste médical, mais traverse nos manières d'habiter le monde. Le CARE écologique, ça serait prendre soin de nos corps, mais aussi de nos institutions. Soigner les patients, mais aussi les soignants. Réparer les liens abîmés par les crises. Créer des environnements qui permettent de respirer, d'espérer, de travailler autrement. Nous avons longtemps cru que la santé relevait seulement du biologique. Elle est devenue écologique parce qu'elle engage tout un milieu, les conditions de vie, les rythmes, le travail, les liens. Une écologie du soin, c'est aussi une écologie du temps. Réapprendre à ralentir, à écouter, à laisser advenir. C'est ce que nous expérimentons, entre autres actuellement, dans la création d'un bilan de compétences sensibles au cancer. Un dispositif où on parle non du déficit, mais du possible, non de la rupture, mais de la continuité. La maladie agit comme un révélateur. Elle expose les limites de nos modèles de performance et d'employabilité, d'où notre travail sur cancer et travail. Quand le corps devient incertain, tout notre rapport au travail se recompose. Il faut réapprendre à durer, à s'ajuster, à dire non. C'est une véritable pédagogie du vivant. Nous avons construit des institutions solides, mais fragiles à l'intérieur. La prochaine révolution ne sera pas que technologique, elle sera humaine, fondée sur la reconnaissance du travail invisible, du sujet vulnérable. Nous vivons, certes, aujourd'hui une transformation majeure, celle de l'intelligence artificielle. Comme il faut le répéter, l'intelligence artificielle ne remplacera jamais la relation, mais elle la met à l'épreuve. Elle nous oblige à redéfinir ce que signifie soigner, décider, écouter. L'enjeu n'est pas de savoir si l'intelligence artificielle fera mieux que nous, c'est de savoir ce qu'elle nous fera devenir. Allons-nous délester la complexité du soin ou au contraire réapprendre à penser avec nos limites? Nous plaidons pour une démocratie algorithmique, que la voix des personnes concernées soit présente dans la conception même et dès le départ même des programmes, des outils numériques. Sinon, les algorithmes reproduiront les angles morts du système. Par exemple, le corps féminin, la maladie rare, la parole trop singulière. Le numérique ne sera émancipateur que s'il devient écologique, relié au vivant, orienté par le sens. La crise du Covid l'a montré, jamais le système n'avait autant sollicité la confiance des citoyens et jamais il ne l'avait autant fragilisé. Les malades chroniques, les proches aidants, les patients du Covid long ont été tenus à distance des lieux de décision, alors qu'ils portaient une expertise du vécu précieuse. Quand la parole des premiers concernés disparaît, la confiance collective s'effondre. Nous devons donc ensemble rebâtir une démocratie en santé augmentée, participative, sensible, algorithmique, écologique. Une démocratie où la vulnérabilité devient un principe de l'intelligence publique. Au fond, ce que nous cherchons à produire, ce n'est pas seulement de l'efficacité, c'est de l'espérance. Pour toutes, pour tous. Chaque fois qu'un malade retrouve une place d'acteur, d'actrice, qu'un aidant transmet un savoir, qu'une institution choisit d'écouter, une parcelle d'espoir circule dans le corps social. C'est ça, la véritable économie du soin, la circulation du sens. L'innovation la plus puissante n'est pas celle qui calcule, c'est celle qui répare. Et réparer, c'est toujours reconnaître. Reconnaître la part vivante de chacune, de chacun, dans la science, dans le travail, dans la société. Ce qu'il reste à faire, il nous reste à
refonder les formations en santé à partir du vécu des patients, outiller les entreprises pour accueillir les parcours fragilisés, inclure les aidants dans les politiques publiques, inventer des lieux où la technique et la relation se parlent, dialoguent, donner aux universités la mission d'intégrer les savoirs expérientiels comme bien commun nécessaire. C'est une tâche immense, mais elle commence par un changement de regard, penser la vulnérabilité comme un levier de développement humain. Enfin, l'avenir du soin ne dépendra pas seulement de nos technologies, mais de nos capacités à nous relier. Le care écologique, c'est une écologie du lien, celle qui relie les soignants et les soignés, le travail et la vie, la science et l'expérience, la France de l'État-providence et celle des solidarités locales et territoriales. Là où les épreuves entament, il faut inventer des formes d'action, des alliances, des politiques du vivant. Et peut-être, comme le disait l'une de nos patientes étudiantes, on se découvre vivant, non pas quand tout va bien, mais quand on peut encore faire quelque chose pour quelqu'un. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Catherine. Je vais donc appeler maintenant Arnaud Zigermen et Martin Loquin qui vont nous partager les résultats du sondage. J'en profite également pour vous dire qu'il y a une étude qui s'appelle l'art du care. Vous pouvez repartir avec. Vous aurez notamment des résultats du sondage dans cette étude et puis plein d'autres choses à découvrir. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous, nous sommes ravis d'être avec vous. On nous a accordé 15 minutes, donc on va rentrer assez vite dans le vif du sujet. On a le plaisir d'accueillir Arnaud Zegirman, qui est le fondateur de l'Institut Vieille Voix, qui est sociologue, qui est spécialisé sur les signaux faibles. Moi, j'aime bien dire que Arnaud, c'est un peu un sismographe, la société de demain, parce que son métier, c'est d'aller capturer des signaux faibles et de le faire aussi en allant interroger les Français sur leur perception d'un certain nombre d'enjeux. Et vous en doutez, on a interrogé, du coup, cet été, 1000 personnes sur leur perception des évolutions en santé et la façon dont la tech, en particulier, comment les ruptures technologiques sont perçues, est-ce qu'elles sont réellement perçues comme étant constitutives de progrès pour la société. Alors, l'une des dimensions structurantes de l'étude, évidemment, c'est la façon dont les Français perçoivent les avancées technologiques en santé. Est-ce que, Arnaud, tu peux nous en dire un petit peu plus? Est-ce que la technologie s'est perçue comme étant synonyme d'espoir ou d'inquiétude dans le domaine de la santé? Alors, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, c'est une étude que j'ai vraiment bien aimée parce qu'elle va amener, pour répondre à ta question, elle va amener des éléments positifs. Vous le savez, quand on travaille sur l'opinion publique, vous le voyez peut-être dans la presse toute la journée, quand on interroge les Français, c'est terriblement pessimiste. Tout est toujours pessimiste. On a coutume de dire que les Français, quand on les interroge, c'est le peuple le plus pessimiste du monde, juste avant les Irakiens. Alors, j'ai, encore une fois, jamais compris comment on interviewait les Irakiens, mais les Français sont pessimistes. Et là, pour cette étude sur la santé, effectivement, sur l'avenir de la santé et l'impact des technos, on voit pas mal d'éléments positifs. Par exemple, je vais vous citer une question qu'on a posée. On a demandé aux Français si les avancées de techno en santé étaient synonymes d'espoir. Et ils nous répondent oui à 90%, ce qui est extrêmement élevé. Et il n'y a pas très longtemps, on avait réalisé au sein de Via Voice une étude sur le progrès de manière globale. On avait demandé aux Français, c'est une étude qui a 2-3 mois, hein, est-ce que vous pensez que le progrès va améliorer la vie des êtres humains? Et moi, c'est ce que j'avais en tête en posant cette question. Finalement, quand on demande aux Français est-ce que le progrès va améliorer la vie des êtres humains, il y en a qu'un sur deux qui dit oui. Mais dès lors qu'on parle de santé, là, effectivement, il y a de l'espoir qui apparaît. Alors la question qui peut se poser, c'est pourquoi il y a de l'espoir? Il y a une réponse qui me semble évidente, je ne suis pas sûr d'avoir toutes les réponses, mais il y a une réponse qui me semble évidente, c'est qu'à l'échelle de nos générations là, quels que soient nos âges, on a vu des progrès spectaculaires en santé. On l'a connu, on l'a vu, on l'a voire expérimenté. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que le progrès aujourd'hui, si on parle non pas du progrès en santé, mais du progrès de manière générale, on voit que dans la tête des Français, ça renvoie aussi à des choses parfois négatives ou des choses ambiguës. Je pense par exemple, si on pense au progrès technologique, au smartphone. Les Français vous disent c'est formidable le smartphone et en même temps c'est un fil à la patte, ce qu'on dit tous quelque part. Donc il y a toujours un revers de la médaille au progrès. En santé, non, c'est quelque chose qui n'est pas perçu. On est avant tout face à de l'enthousiasme. 90%, encore une fois, des scores aussi positifs, j'ai pas ça tous les jours. Comment on fait pour entretenir ça dans la durée? Là, on est face à des ruptures qui sont majeures. On a d'ailleurs pas mal au 4e étage, je vous invite à aller jeter un œil, mais pas mal d'innovations qui sont présentées actuellement et qui présagent un certain nombre
de transformation assez profonde dans la façon d'accéder aux soins. Comment on fait pour maintenir dans le temps cet espoir et cette forme d'optimisme? Alors, je vais donner une réponse simple, mais en fait, c'est extrêmement compliqué à mettre en place. La pédagogie. Je vous l'ai dit, effectivement, on est en France dans une société de la défiance. Les Français sont quel que soit le sujet qu'on aborde, les Français sont déviants. Déviants. Mon Dieu, sont défiants. Les Français sont défiants. Et quand on creuse cette défiance, on se rend compte qu'elle est fondée avant tout sur de la méconnaissance. Non pas que les Français, non pas que nous, on soit idiots, mais tout est devenu extrêmement compliqué. Dans la mesure où tout est devenu extrêmement compliqué, tout est devenu extrêmement difficile à réformer. Je vous donne un exemple d'une étude qu'on a réalisée récemment pour l'Institut Curie. Curie, donc vous le savez, recherche et soins contre les cancers, essentiellement du soin. On a demandé aux Français, s'il n'y avait pas la Sécu, combien ça coûterait un cancer du sein? Réponse des Français en moyenne, 2 000 €. Une journée en cancéro à peu près, d'accord? Donc effectivement, tout ça pour dire que là, on est face à des nouvelles technologies qui arrivent. Les IA sont assez fascinantes. On est dans la fascination-répulsion. Mais si on n'explique pas, si on ne fait pas la pédagogie, on ne sera pas capable de comprendre les enjeux, on ne sera pas capable de les utiliser, on ne sera pas capable de véhiculer autre chose que des fantasmes, comme c'est le cas aujourd'hui pour le système de santé. Merci Arnaud. Merci Arnaud. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé effectivement d'innovation, de médecine numérique, de cobotique. Là, on vient de voir un exemple d'exosquelette à l'instant là, avec Arnaud au 4e étage. Sur quelle dimension concrètement est-ce que les Français sont en attente d'évolution en matière de progrès dans la santé? Alors, il y a 2 dimensions sur lesquelles il y a des attentes et sur lesquelles les opinions sont assez positives. La première, c'est effectivement les technologies qui pourraient améliorer la qualité des soins. On a 63% des Français qui attendent ça. Donc, c'est vraiment un espoir qui est fort. La deuxième dimension, à 57%, c'est soulager les professionnels de santé. Donc, ces 2 dimensions correspondent à des attentes très fortes et les Français sont plutôt optimistes sur le fait que ça va être possible. Il y a d'autres aspects qu'on a testés, effectivement, notamment les questions d'accès aux soins, de difficulté d'accès aux soins. Et là, effectivement, il y a une forme de lucidité de la part des répondants qui nous disent, finalement, une technologie ne peut pas se substituer à une politique. Donc, effectivement, il y a la différence entre une techno et une stratégie. Là, effectivement, les Français ne sont pas dupes. En revanche, effectivement, il y a un enthousiasme sur le fait que ça va être possible. Ce qu'on voit dans notre étude, c'est que les plus jeunes sont plus positifs, mais j'aime pas dire que ce sont les jeunes qui sont les plus technophiles parce que finalement, sur des technologies qui se répandent aussi vite, on voit très bien qu'en fait, peut-être que les jeunes y ont eu accès ou ont compris plus vite, mais on a l'impression qu'effectivement, de toute façon, c'est commencé, les choses sont bien entamées et ça va se répandre, la connaissance va se répandre au sein de la population. Alors, on va parler d'intelligence artificielle. Maintenant, je me tourne vers vous. Qui a déjà consulté une intelligence artificielle avant un rendez-vous médical? Je vous invite à lever la main, ceux qui ont déjà utilisé une intelligence artificielle. Alors, soyez honnêtes. OK, ça nous donne un peu une indication. Merci beaucoup. Alors, dans l'étude, on a pu constater que 37% des moins de 35 ans ont régulièrement recours à une intelligence artificielle avant d'aller consulter un médecin. Et donc, c'est à peu près 55% des Français qui déclarent avoir eu recours à une application d'IA, ChatGPT, le chat, Gemini, pour évaluer ses symptômes, interpréter une prise de sang ou encore traduire le jargon médical. Est-ce que les Français sont à l'aise avec l'idée d'une intelligence artificielle qui pourrait se substituer au diagnostic humain? Alors, se substituer, pas du tout. Là, clairement, si on parle de substitution à l'humain, on est dans tous les fantasmes, dans toutes les angoisses face à l'intelligence artificielle. En revanche, effectivement, compléter un diagnostic, compléter le travail d'un professionnel, là, effectivement, les Français ont une forme, je ne vais pas dire d'enthousiasme, parce qu'il y a toujours une forme d'inquiétude, on est au début de tout ça, mais il y a une véritable appétence pour aller vers ça. Donc ça, effectivement, cette nuance que tu as mise en avant est essentielle. Se substituer, surtout pas, mais compléter, là, on voit une vraie valeur ajoutée, et effectivement, il y a une vraie demande par rapport à ça. Là encore, des plus jeunes, mais je pense que ce sera intéressant de reposer la question d'ici un an, parce que je pense que les évolutions vont aller extrêmement rapidement. Alors, tu disais que les Français étaient optimistes et confiants à l'égard de l'avenir, mais dans le même temps, on a une vision d'ensemble plutôt sombre sur l'évolution de leur propre santé. Près de 30% des Français estiment que les générations suivantes iront moins bien sur le plan de la santé physique, mais aussi mentale. Comment expliquer cette dichotomie, ce paradoxe? Alors, c'est avant tout la question de la santé mentale qui a vraiment été mise, dont on a beaucoup parlé, mais au-delà du fait qu'on en ait beaucoup parlé, c'est une vraie problématique, hein. Je vais vous donner quelques chiffres. On a 46%, les chiffres que je vous donne, c'est une étude très récente qu'on a réalisée il y a 8 mois.
on a 46% des Français qui déclarent se sentir seuls et on passe à 71% parmi les 18-24 ans. Vous vous rendez compte, 71% des 18-24 ans, effectivement, ont un problème par rapport à la solitude. Donc ce terme d'épidémie de solitude, moi qui ai souvent tendance à me friter un petit peu avec les journalistes, j'ai toujours tendance à trouver qu'ils exagèrent. Là-dessus, effectivement, le mot épidémie n'est pas du tout un mot trop fort. Donc c'est une angoisse aujourd'hui et c'est une angoisse qu'on se projette pour les années à venir. Si on va plus loin que l'épidémie, mais même si on regarde les symptômes de dépression, on a en 2000, attendez, que je vous dise pas de bêtises, en 2021, donc c'était juste après le Covid, 20% des 18-24 ans qui étaient concernés par la dépression. Vous vous rendez compte, 20% d'une classe d'âge. C'est colossal. Donc effectivement, c'est une problématique qui est réelle, c'est une problématique qui est massive, c'est une problématique dont on parle. Et aujourd'hui, on n'est pas à une période où, en tout cas à l'échelle du grand public, on voit des solutions par rapport à ça. Donc il y a une réelle inquiétude. Merci Anne. Alors une dernière question. Tu as évoqué l'importance de la transparence pour susciter de la confiance dans les technologies en santé. C'est lorsqu'elle est comprise et intégrée qu'une innovation peut réellement être un véritable progrès. Est-ce que tu as des conseils à partager aux professionnels qui sont ici présents pour faire de la santé une source de transformation positive pour la société? Alors, des conseils, restons modestes. Je vais juste effectivement essayer de parler de 2 ou 3 aspects. Tu as évoqué le terme de transparence. Moi, je suis jamais à l'aise avec cette idée de transparence qui est très présente dans la société. Je préfère l'idée de clarté. La transparence, c'est pas la clarté. La transparence, c'est tout dire. Et à mon sens, c'est ce qui a construit la défiance de ces dernières années, parce qu'on se donne bonne conscience en disant tout, mais on est face à des publics qui sont divers et qui ne vont pas forcément être prêts à tout entendre ou à tout écouter. Puis tout le monde ne s'intéresse pas à tout. Donc effectivement, pour moi, il y a effectivement cette idée de passer de la transparence à la clarté. Il y a une autre idée qui est de passer de l'innovation au progrès. Alors, Étienne Klein en parle beaucoup mieux que moi, mais je vais juste en parler 2 minutes. Passer de la pédagogie au progrès, passer de l'innovation au progrès, c'est quoi? C'est de faire en sorte, je vais citer Aristote, mais une phrase que nous connaissons tous d'Aristote, parce qu'elle a été pendant quelques temps le slogan de la SNCF. Aristote avait écrit « Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous ». Il n'a pas dit comme ça, c'est la SNCF qui l'a dit comme ça. Il y a quoi dans cette phrase « Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous ». Il y a l'idée, effectivement, qu'il ne doit pas y avoir d'inégalité, que le progrès doit profiter à chacun, mais surtout que chacun le comprenne, y adhère, chacun voit la valeur ajoutée du progrès. Et c'est à ce prix-là, effectivement, qu'une innovation, qui n'est que technologique, pourra devenir un véritable progrès de société pour les personnes au sein de la société et pour la société elle-même. Donc voilà, donc 2 dimensions, à la fois, effectivement, passer de l'innovation au progrès. Et ça, comment? Par la pédagogie. Encore une fois, ça paraît un terme simple, parler de pédagogie, mais c'est ce qui va permettre effectivement d'éviter la boîte noire liée à l'intelligence artificielle. C'est ce qui va permettre l'adhésion, c'est ce qui va permettre la compréhension. Merci Arnaud. Alors on va en rester là pour cette interview. Tu restes avec nous sur la suite de la soirée, puis tu incarnes parfaitement l'art du Caire, puisque tu as ton fils de 10 ans qui est là aussi ce soir, donc soyez pas surpris, mais vous avez le droit d'aller le voir, même s'il est avec son fils, pour creuser certains sujets. Puis je vous invite évidemment à retrouver l'étude complète dans ce petit document qui sera aussi en téléchargement sur le site de OnePoint. Merci beaucoup Arnaud. Merci. Merci. Merci beaucoup pour le timing. Alors, il est l'heure presque de conclure, mais avant cette conclusion, cette clôture, pardon, excusez-moi, il y a une dernière visite du showroom. Je vous invite du coup à monter à nouveau au 3e, 4e étage. On vous attend à 19h pile ici pour le cocktail et la clôture par Gabriel Alpren. À tout à l'heure.